Salam alaikum. Bon, غادي نستمر معكم في l'explication d'une famille génératrice. Donc, on a déjà fait de la vidéo précédente, on a vu les sous-espaces vectoriels, la révision du cours sur famille libre. Maintenant, je traite une famille génératrice. Donc, famille génératrice. Donc, une définition. Donc, je donne déjà une définition. Ce que ça veut dire une combinaison linéaire, on dit qu'un vecteur X est une combinaison linéaire des vecteurs XE1, E2 jusqu'à EP lorsque il existe des scalaires alpha 1, alpha 2, alpha P appartiennent à E, à K, le corps de base, tel que notre X s'écrit alpha 1, E1, plus alpha 2, E2, plus alpha P, EP. Donc, X vecteur, combinaison linéaire des vecteurs E1, E2, EP, ça signifie donc qu'il existe des scalaires tels que X, il va s'écrire la somme des alpha K, EK. K allant de 1 jusqu'à P. Donc, X est combinaison linéaire des EI est équivalent donc à il existe des scalaires tels que cette écriture. Avec, voilà. Donc, هذا هو المعنى ديال combinaison linéaire. Famille génératrice. Donc, des définitions de une famille EI, 1 inférieur à I, inférieur à P ou N, est dite génératrice, lorsque tout vecteur X de E, donc génératrice de E, de l'espace vectoriel, est combinaison linéaire des vecteurs E1, E2, En. On écrit alors, lorsque la famille est génératrice, on a le droit d'écrire E égale à vecteur de E1, E2, En. C'est-à-dire le vecteur, l'espace est en fait engendré par les vecteurs E1, E2, En. Par exemple, vous savez bien que C est un aire espace vectoriel. Et chaque Z, il va s'écrire, c'est la partie réelle plus de Z, plus if, la partie imaginaire de Z. Donc, c'est appartient donc à vecteur de 1i. Donc, 1i est une famille génératrice. Un autre exemple à connaître. Un deuxième exemple, lorsque je considère M, NP de K. C'est l'ensemble des CAI G, tel que l'indice I, il est entre 1 et N, et l'indice G, il est entre 1 et P. Donc, normalement, chaque... je m'excuse, c'est l'ensemble des matrices, tel que A et G appartiennent à K, en fait. L'ensemble de toutes les matrices. Si on a un M appartient à cet ensemble de MNP de K, on sait que M, il va s'écrire, donc c'est MIG. Donc, cette matrice M, il va s'écrire, c'est la somme des scalaires MIG fois une matrice EIG. C'est quoi EIG? C'est la matrice obtenue dans laquelle la IM ligne se trouve 1, inter la GM colonne se trouve 1. Et les autres éléments sont nuls.
la ième ligne, inter la jème colonne se trouve 1, et les autres éléments sont nuls. Donc ça s'appelle donc une matrice élémentaire. Et donc, sur I sur G. Donc la famille EIG des matrices élémentaires, 1 inférieur à I inférieur à N, 1 inférieur à G inférieur à P, est une famille génératrice de Mn P2K. Il est libre, donc c'est une base. Donc, il s'agit bien d'une base de Mn. Donc une base, c'est tout simplement une famille qui est à la fois libre et génératrice. Et donc avec ça, la dimension de Mn P de K, c'est pour cette raison qu'elle est égale à n fois P. D'accord? Donc voilà. Voilà donc un exemple qu'on a vu dans le cours du polynôme, c'était, par exemple, je considère Kn de x. Kn de x. C'est l'ensemble des polynômes P appartiennent à K de x, tel que degré de P il est inférieur à n. Donc là, si vous considérez A appartient à K, on a vu, d'après la formule de Taylor, que chaque polynôme de degré n est égal à la somme du PKM appliqué à A sur K factoriel, x moins A à la puissance K, K allant de 0 jusqu'au degré de P. Et donc, on peut considérer là le n. Donc quel que soit P appartient à Kn de x, P est égal à la somme de Pkm de A, c'est un scalaire. Alors, je confonds ici l'application polynomiale et le polynôme, fois x moins A à la puissance K, K allant de 0 jusqu'à n, qui appartient donc P, il appartient donc avec, ces éléments-là sont des scalaires, donc il appartient avec 2x moins A à la puissance K, 1 inférieur à 0 inférieur à K inférieur à n, donc x moins A à la x moins A, 1, x moins A au carré, jusqu'à x moins A à la puissance n, est une famille génératrice de Kn de x. De Kn de x. Donc il s'agit bien d'une base puisqu'il est libre, facilement à montrer qu'il est libre. Vous pouvez faire par récurrence ou bien vous posez la combinaison nulle et à chaque fois vous évaluez en A et vous éliminez x moins A jusqu'à atteindre tous les scalaires sont nuls. Donc voilà pour la famille génératrice, mais il y a des familles qui nécessitent la résolution de système. Par exemple, je peux donner E1 égale 1, moins 1, 2. E2 est égal 0, 1, 1. E3 égale 2, 1, 0. Montrer que cette famille-là, E1, E2, E3, est génératrice dans R au cube. Donc voilà, donc le R3 plus est un espace vectoriel. Donc je pars d'un élément grand X égale X, Y, Z qui appartient à R3. Je dois chercher alpha 1, alpha 2, alpha 3 appartiennent à R, tel que notre X s'écrit, c'est alpha 1, E1, plus alpha 2, E2, plus alpha 3, E3. Donc je retourne alors à appliquer la signification des termes. Donc le fait que x égale alpha 1, E1, plus alpha 2, E2, plus alpha 3, E3, ça équivaut à x, y, z est égal alpha 1, E1. Donc c'est-à-dire, c'est alpha 1 fois 1
plus 0 fois alpha 2 plus 2 alpha 3, virgule. Le terme là, c'est alpha 2. Donc alpha 1, le premier élément alpha 1, 2 alpha 2. Maintenant 2 moins alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. 2 alpha 1 plus alpha 1 plus 0 alpha 2. Donc j'obtiens donc un système de choses. Donc c'est alpha 1 plus 2 alpha 3 est égal à x. Alpha moins alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 égale y. Et alpha 1 plus 2 alpha, donc alpha 1 plus 2 alpha 2 peut-être. Alpha 1, 2 alpha 1 plus alpha 2. 2 alpha 1 plus alpha 2 égale à z. Donc il s'agit là de trouver les valeurs de alpha 1, alpha 2, alpha 3 en fonction de x. On peut donc par exemple sommer pour obtenir, là j'ai déjà peut-être une relation qui contient alpha 1, alpha 2. Peut-être je peux éliminer 2 fois alpha 1 en sommant ici et on se somme de l'autre côté. Oh oui, donc normalement j'ai alpha 1, alpha 2. Donc voilà, j'élimine 2 fois, donc en sommant, je somme avec ça, j'obtiens donc, si je fais la somme, alpha 2 plus 3 alpha 3, alpha 2 plus 3 alpha 3 égale à x plus y. Je fais donc, je somme les deux, je somme aussi ces deux-là, 3 alpha 2 plus alpha 3 égale à y plus z. Et je garde la dernière égale à z. Voilà. Donc là, donc, on peut donc trouver le alpha 3 par exemple en multipliant par moins 3 et en sommant. Donc si je multiplie cette relation par moins 3 et je fais la somme, j'obtiens alpha 2. Et j'arrête à déterminer seulement alpha 2 par exemple. Donc alpha 2 moins 9 alpha 2 plus alpha 2, ça fait moins 8 alpha 2. Le alpha 3 va disparaître, est égal donc à x plus x plus y ou plus z plus y plus moins 3y moins 3z. Je multiplie tout ça par moins 3 et je fais la somme. Donc je trouve alpha 2 et je trouve alpha 1, alpha 3 et je trouve alpha 1. Donc on est sûr qu'il existe des scalaires. Donc j'ai le droit, donc je fais des calculs, je vous laisse à terminer. Donc quel que soit x, y, z appartiennent à R3. Effectivement, il existe même un unique en fait, alpha 1, alpha 2, mais ça ne m'intéresse pas puisqu'on montre seulement qu'il appartient à R3, tel que x, y, z est égal à alpha 1, E1 plus alpha 2, E2 plus alpha 3, E3. Donc la famille est bien une famille qui est génératrice. Donc voilà, donc maintenant je passe à une autre. Donc une famille, pour montrer qu'une famille génératrice, on peut résoudre un système, partir d'un élément de E et chercher les scalaires, alpha, bêta, alpha 1, alpha 2, alpha n, tel que le vecteur égale alpha 1, 1 plus alpha 2, E2, alpha n, En. Et je vais calculer alpha i en fonction des données sur l'élément concerné. Et aussi, d'autres choses, c'était par exemple la formule de Taylor, mais ce n'est pas toujours évident de montrer qu'une famille génératrice. C'est pour cela, parfois, on connaît la dimension. Donc, si on montre avec la famille libre et dimension égale et le cardinal égal à la dimension, ça nous donne une base, et donc c'est une famille génératrice.
Donc voilà, donc B, une définition. B est égal à E1, E2, En est une base de E. Si seulement si elle est à la fois libre et génératrice. Donc libre en même temps et génératrice, c'est-à-dire aussi pour tout x appartenant à l'espace E, il existe un seul x1 ou alpha 1, alpha 2, alpha p, alpha n appartiennent à la puissance n, tel que x, il va s'écrire alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha n En. Donc voilà ce qui concerne la famille, une base. Donc alpha 1, alpha 2, alpha n, ça s'appelle les coordonnées de x dans la base E1, E2, En. Donc pour montrer qu'une base, parfois, si on arrive à montrer qu'il est en même temps génératrice et libre, c'est une base. C'est aussi, pour chaque x qui appartient à, on peut trouver un seul n uplet alpha 1, alpha 2, alpha 1 qui appartient à la puissance 1, tel que x égale la somme alpha 1, 1 plus alpha 2, E2 plus alpha n, En. Donc voilà pour une base. Maintenant, on va traiter la dimension. La dimension d'un espace vectoriel. Dimension et l'exploitation de la dimension. Dimension, c'est déjà démontrer beaucoup de choses. Dimension d'un espace vectoriel. Déjà, la notion d'espace de dimension finie, je vous rappelle juste la définition. On dit qu'un espace est de dimension finie s'il admet une partie génératrice finie. Donc, un espace vectoriel. Un espace vectoriel E, il dit de dimension finie, lorsque il admet une famille génératrice finie. C'est-à-dire qu'il existe n appartient à n, et il existe des scales et des vecteurs E1, E2, En appartiennent à E à la puissance n, tel que le E est égal à vecte de E1, E2, En. Donc le E est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs E1, E2, En. Donc voilà, c'est la signification d'un espace de dimension finie. On a un théorème important. Si E est de dimension finie, c'est-à-dire si je sais davantage que E admet une famille génératrice finie, alors toutes les bases de E ont une même dimension, un même cardinal, un même cardinal appelé la dimension de E. On le note dim E. Donc, un espace de dimension finie, c'est un espace qui a une partie génératrice finie. Bon. Mais il y a un théorème fondamental important qui caractérise le cardinal des bases. C'est-à-dire, si je sais l'avantage qu'un espace est de dimension 4, il n'y a pas de base de cardinal 5. S'il n'était pas du cardinal 4, il ne peut pas être une base. D'accord? On a donc à tirer des conséquences suivantes. Si B est égal à E1, E2, En, j'ai n vecteurs formés de n vecteurs avec n est égal à la dimension de E. Je connais déjà la dimension. Alors, cette famille-là est une base
de E est équivalent à B est libre, est équivalent à B est génératrice. Donc une famille est une base, c'est seulement si il est libre, c'est seulement si il est une famille génératrice. D'accord? Voilà. Un exemple, par exemple, lorsqu'on prend E égale à K de X, et je prends P on va prendre par exemple P, P', P second, jusqu'à P énième, avec P, je note là Kn de X, P polynôme de degré N, c'est-à-dire, bon, et N appartient à N étoile. Voilà, c'est notre famille. On sait que dimension de E, on sait bien dimension de E, c'est égal à N plus 1. Faites attention, la dimension de Kn de X, c'était N plus 1, c'était pas N. Faites attention. Bon, la dimension, c'est connu, c'est N plus 1. Donc, pour montrer qu'il s'agit d'une base, il suffit de montrer qu'il est, tout simplement, qu'il est libre. Pour montrer que cette famille-là est une base, il suffit de montrer qu'il est libre. Alors, si je considère des scalaires, donc, soit alpha 0, alpha 1, alpha n, qui appartiennent à K, tel que la somme de alpha K, P à la puissance Km, et K égale à 0 jusqu'à N est égal à 0. Donc j'aurai alors donc alpha 0, P, plus alpha 1, P', plus alpha N, P énième, est égal à 0. Là, l'idée, c'est de dériver, par exemple, n-1 fois, en dérivant peut-être n fois, je m'excuse, n fois la relation 1. Donc voici ma relation. Qu'est-ce qui se passe? Je dérive n fois, tous ces dérivés dépassent n plus 1. C'est un polynôme et du degré. Si vous avez degré de p est égal à n, alors la dérivée n plus 1 de polynôme, ça vaut 0. Si je dérive par exemple un polynôme de degré 2, troisième fois, la troisième dérivée, ça va être un nul. C'est ce qui va se passer. Mais là, j'obtiens alors alpha 0, p à la puissance n est égal à 0. Donc, mais p n, c'est n factoriel fois le coefficient dominant. C'est n factoriel fois le coefficient dominant à n, qui est différent de 0, donc alpha 0 égale 0. Je réussis donc la première lettre égale 0. Je remplace maintenant, donc on obtient donc alpha 1, P' plus alpha n, P n égale à 0. Je fais en dérivant cette fois-ci n-1 fois m, en dérivant n-1 fois. C'est-à-dire en prenant la n-1 dérivée de la relation 2. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient alpha 1 fois n-1 factoriel fois le coefficient dominant de P', qui est non nul, puisque en dérivant donc on obtient alpha 1 égale à 0. Et de proche en proche, donc en faisant de proche en proche, on montre
que alpha 1, alpha 0 égale alpha 1 égale jusqu'à alpha n égale à 0. Et donc voilà, pour montrer qu'une famille, donc c'est une famille libre qui est du cardinal n plus 1, donc c'est une base. Donc ça c'est une famille libre de cardinal n plus 1, donc ça constitue une base. Donc voilà l'exploitation. Une autre chose importante sur la base, donc si E1, E2, En, OUP est libre, est une famille libre, dans un espace vectoriel E de dimension N, alors P est inférieur ou égal à N déjà. Et si P est strictement inférieur à N, alors il existe des vecteurs E1, EP plus 1 jusqu'à En tels que E1, E2, EP, En, soit une base de E, soit une base. C'est-à-dire, ça c'est ce qu'on appelle le théorème de la base incomplète. La base incomplète, ça veut dire là, la base incomplète, c'est tout simplement une famille libre qui n'est pas une base. C'est ça la base incomplète. Donc, je complète cette famille qui est libre, hein, mon compte, qui manque des vecteurs, je complète par des vecteurs pour avoir une base. Mais il y a une précision qui n'est pas très utile pour vous. Si vous avez une famille génératrice connue, je peux en fait compléter la famille libre avec des vecteurs de la famille génératrice pour obtenir une base de l'espace entier. Donc à partir d'une famille libre, si j'ai une famille libre, je peux compléter toujours cette famille libre. Donc on verra en conséquence que elle admet, tous ces espaces admet un supplémentaire. Donc somme de sous-espaces vectoriels. Somme de sous-espaces vectoriels. Il faut savoir ça, c'est les significations de la somme. Soit F, G de sous-espaces vectoriels. F plus G, c'est l'espace somme. C'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous la forme, comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. C'est-à-dire c'est l'ensemble des X plus Y, tel que X appartient à F et Y appartient à G. Et donc, quel que soit Z appartient à l'espace F, à l'espace E, l'espace vectoriel de E, Z appartient à F plus G est équivalent à il existe X, Y appartient à F croix G, tel que Z est égal à X plus Y. Donc, dire qu'un élément appartient donc à l'espace F plus G, ça veut dire que cet élément-là, il s'écrit comme étant la somme d'un élément de F et d'un élément de G. Donc, proposition, F plus G est un sous-espace vectoriel de E. Une remarque importante, si vous avez par exemple F égale à vect d'une famille GI, avec G inférieur à P, et K et A et G est égal à vect d'une famille AI, alors F plus G est égal à vect de normalement GI 1 inférieur à I inférieur à P, union la famille AI 1 inférieur à I inférieur à un certain Q ici.
allège. Pourquoi? Parce que si x, si z, il va s'écrire sous la forme d'un élément de ce f. Donc c'est une combinaison de alpha i, gi, plus un élément de g, c'est-à-dire une combinaison de bêta i, ai. I égale 1 jusqu'à q. J égale 1 jusqu'à p. Et ça, en fait, c'est une combinaison des éléments de GI, AI. Donc, J, vous pouvez mettre JJ pour savoir que là est une indication qui n'est pas la même. Donc, voilà. Donc, un élément de F plus G s'écrit comme étant une combinaison de la réunion des deux familles. Voilà, définition. On dit que F plus G, la somme est directe, est une somme directe. Si seulement si, pour tout Z appartient à F plus G, la décomposition est unique, c'est-à-dire qu'il existe un seul X, Y appartient à F croix G. Il y a unicité de décomposition, telle que Z est égal à X plus Y. Donc, voilà, proposition. Donc, on écrit alors, dans ce cas, F en théorie, avec le plus on l'entoure avec un rond. Donc, F plus G, c'est une somme directe lorsqu'il y a une unicité de décomposition. Proposition, la somme F plus G est directe si seulement si, tout simplement, F inter G est égal au vecteur nul. Donc voilà, pour la preuve, on va traiter la preuve comme étant un exercice normalement. C'est une preuve très facile. Donc cette somme est directe. Donc si je sais bien, par exemple, que Z appartient à F inter G, et en même temps, F plus G est direct. Alors, Z, il appartient à F. Donc Z, il va s'écrire Z plus 0E, qui appartient à F d'un côté et qui appartient à G. Mais c'est aussi 0E plus Z. Et Z, il appartient cette fois-ci à G. Et celui-là appartient à F. Mais je sais bien, et par unicité de décomposition, j'applique l'unicité, ou l'unicité d'écriture, on obtient de Z, on obtient la décomposition Z doit être égale à 0E, et en même temps 0E est égal à Z, ça veut dire que Z est égal à 0E, et donc l'intersection réduit à 0. Maintenant, c'est F, si F inter G est égal à 0. Donc, je pars de Z égale à X1 plus Y1, qui est égal à X2 plus Y2. Je tire alors que X1 moins X2 égale à Y2 moins Y1. Le X1 moins X2, il appartient à F. Et celui-là, il appartient à G. Et donc, X1 moins X2, et donc les deux qui sont égaux, bien sûr, appartiennent à F inter G. De celui-ci est nul et l'autre est nul. Donc, X1 égale à X2 et Y1 est égal à Y2. Donc, je passe maintenant à les sous-espaces supplémentaires pour définition. Donc, F et G sont dits. Donc, en fait, F et G sont des espaces vectoriels, des sous-espaces vectoriels. Donc, je résume en fait les cours. Donc, on part de deux sous-espaces vectoriels F et G. On dit que F et G sont supplémentaires sur, plutôt dans E, lorsqu'on a deux choses. F plus G, c'est E entier, et F inter G, c'est le singleton. On écrit alors FE égale F plus G. Donc,
les sous-espaces supplémentaires, ça signifie en fait que chaque élément de l'espace E s'écrit d'une manière unique comme étant un élément de F plus un élément de G, de la signification de la somme directe. Donc, c'est clair, normalement, faites attention, F plus G est toujours inclus dans E. On a vu tout à l'heure que F plus G, c'est un sous-espace vectoriel de E. Facile à montrer que ça, mais je vous laisse la démonstration. Je n'ai pas fait la démonstration avec vous. J'ai fait dans une vidéo précédente. Dans une vidéo précédente, j'ai traité beaucoup de démonstrations. Donc, pour montrer donc que F plus G égale à E, je pars d'un élément X qui appartient à E et je cherche à décomposer en un élément de F plus un élément de G. On a une théorie sur la dimension, une proposition. Si F est un sous-espace vectoriel de E et dimension de E est égale à N, fini, c'est-à-dire appartient à un entier, alors F est aussi un espace vectoriel de dimension finie. Mais il y a une précision avec, de plus, dimension de F est inférieure à dimension de E. Pour la preuve, l'idée de la preuve, vous partez par exemple de l'ensemble CF est égal à 0E. Rien à dire. Rien à démontrer. Il est trivial. CF est différent du vecteur nu. On considère une famille, j'appelle A, égale les cardinales de L, telles que L, famille libre, et cardinal de L, et L inclus dans F. C'est-à-dire, je prends une partie de N, formée des cardinales de L, telle que L inclus dans N. Donc là, A est une partie non vide, majorée. On a vu que une famille libre, le cardinal d'une famille libre ne dépasse jamais la dimension de l'espace vectoriel, majoré par dîme de E. Donc, toute partie non vide majorée de N admet un plus grand élément. Donc, A admet un plus grand élément. Et on le note P. Alors, soit donc L une famille libre. Donc, L est du cardinal P. Donc, ça, L est égal E1, E2, EP. Donc, déjà, cette famille-là est libre. Si soit X appartient à F. Alors, quoi qu'il va se passer, c'est que la famille E1, E2, EP, X ne peut pas être libre. Ne peut pas être libre. Sans quoi, on aura une contradiction avec la propriété de P. J'obtiendrai une famille qui contient P plus un élément qui est libre et qui est inclus dans F, et donc une contradiction.